L'armée de l'air chinoise est l'une des plus puissantes, avec près de 3000 chasseurs et bombardiers performants. L'armée de l'air de l'Armée populaire de libération est la reine incontestée du ciel à travers l'Asie. Grâce à la technologie, pilotes et charges utiles peuvent infliger de lourds dégâts à tout adversaire croisant leur route. En termes de nombre, elle n'est devancée que par les États-Unis d'Amérique. Grâce à ses avions furtifs avancés et à ses nouveaux chasseurs, la Chine se positionne comme l'égal des États-Unis sur la scène mondiale. Il doit donc y avoir une certaine frustration au sein des plus hauts rangs du Parti communiste chinois que la force aérienne chinoise soit également complètement défaillante. Malgré ses capacités sur le papier, malgré l'immense nombre d'avions de combat à sa disposition, la réalité de la force aérienne chinoise n'est pas aussi redoutable qu'elle n'y paraît. Elle souffre d'inefficacité, d'inexpérience, de déséquilibre et dépend de technologies obsolètes, pouvant être mal équipées pour envahir Taïwan. Ignorer le battage, l'optimisme excessif et la propagande. Il existe de nombreuses raisons de penser que la force aérienne chinoise n'est qu'un tigre de papier. Voici donc ce que la Chine a dans son arsenal, et voici où cet arsenal montre ses faiblesses. Dans la vie, deux choses peuvent être vraies en même temps. Même si nous allons explorer en détail dans l'épisode d'aujourd'hui les faiblesses et vulnérabilités de l'armée de l'air de la libération du peuple, nous devons commencer par souligner que même si l'armée de l'air chinoise présente des défauts, elle n'est certainement pas faible selon n'importe quel critère objectif. Par sa flotte aérienne et ses avancées technologiques, la Chine a l'armée de l'air d'une superpuissance mondiale. Avant d'aborder les nombreux problèmes de cette force, examinons d'abord sa puissance militaire globale. Actuellement, le Chengdu J-20 est la pièce maîtresse et l'avion de série le plus impressionnant de l'arsenal militaire chinois. Le puissant Dragon, chasseur furtif, a débuté en service militaire en 2017. Le J-20 est produit en Chine à un rythme impressionnant, avec plus de 300 chasseurs déjà en service. Le J-20 chasseur bimoteur furtif tout temps est le deuxième avion de ce type le plus répandu après le F-35 américain. Il serait très bien armé, avec une grande capacité d'emport, un large rayon d'action et une avionique avancée, comparable au meilleur mondial. Bien qu'il reste le principal chasseur furtif chinois, ce n'était plus l'unique appareil de ce genre dans le pays. Pékin a récemment préparé le Shenyang J-35 pour le service, et quelques exemplaires seraient déjà en circulation. Produit en masse, le J-35 servira comme version terrestre et avion embarqué assisté par catapulte. Vu de l'extérieur, le J-35 rappelle fortement le F-35 américain et devrait au moins être exporté vers les forces aériennes russes et pakistanaises. Pour soutenir le J-35 et le J-10, il existe toute une gamme de chasseurs de 4e génération non furtifs, dont la plupart sont construits autour du design de base du Sukhoi Su-27 fabriqué en Russie. Introduit dans l'armée soviétique en 1985, le Su-27 était conçu comme intercepteur RR face au F-15 Eagle américain. Plusieurs variantes sont depuis entrées en service. Entre le Su-27 de base, le Su-30 polyvalent, le Su-35 pour la supériorité aérienne et 3 variantes spécialisées construites en Chine, le J-11 Yinglong, le J-15 requin volant, un nom brillant, adapté au porte-avions, et le J-16 Qianlong. Au total, on estime que la Chine possède environ 1 millier d'exemplaires de ces avions. Cela inclut environ 400 exemplaires du J-16, plus précisément une variante dotée d'une technologie avionique avancée et équipée pour transporter les meilleures munitions fabriquées en Chine. Quelle que soit la variante, les avions de la série Su-27 sont connus pour leur vitesse de pointe impressionnante, leur capacité à opérer sur de longues distances et leur puissance de feu grâce à au moins 10 pylônes externes. Outre ces quelques 1000 dérivés du Su-27, la Chine utilise plus de 600 exemplaires du chasseur multirôle conçu et développé localement, le J-10 Dragon vigoureux. Similaire à l'américain F-16 ou à l'Eurofighter européen, le J-10 est un chasseur monomoteur conçu pour équilibrer le combat RR et la capacité de frappe, servant ainsi d'outil aérien polyvalent de destruction. La dernière version de l'appareil, la variante J-10C, est connue pour posséder une avionique embarquée et une technologie logicielle particulièrement impressionnante. Cela le situe au niveau des meilleurs avions non furtifs en service mondialement. Outre sa large gamme de chasseurs, la Chine compte parmi les rares forces aériennes modernes dotées de bombardiers stratégiques dédiés. Cette partie de l'arsenal chinois se compose de plus de 200 exemplaires du H-6. Un bombardier avec 3500 km d'autonomie, une soute pouvant emporter divers types de bombes guidées et gros missiles.
Bien que le H-6 soit basé sur l'ancien Tupolev, 16 soviétique, un avion qui a effectué son premier vol en 1952 et qui a été retiré du service en Russie au début des années 2000, les H-6 actuels sont nettement plus avancés que ce que leurs cellules vieillissantes pourraient laisser penser. En particulier, la Chine utilise au moins 120 exemplaires de ces variantes H-6K et H-6M, modernisées avec de nouveaux moteurs, un cockpit moderne et la capacité d'emporter de lourds missiles balistiques aériens, similaires à la plupart des copies modernisées du B-52 américain. Aux côtés du H-6, la Chine aligne plus de 200 exemplaires du J-H-7, qui est un bombardier de chasse plus léger, mais néanmoins relativement puissant. Pour compléter son arsenal, une gamme de drones sans pilote inclut des modèles d'attaque proches des Predator et Reaper américains et une autre catégorie plus unique. Des chasseurs à réaction de la guerre froide réaménagés servent d'essaims jetables et de leurres en cas d'invasion de Taïwan. Pour soutenir ses forces terrestres, la Chine déploie plusieurs centaines d'hélicoptères d'attaque de deux modèles, le Z-19 et le Z-10, ainsi qu'une gamme d'hélicoptères anti-sous-marins, chacun disponible seulement en petit nombre. Les avions de soutien chinois sont aussi essentiels que ces chasseurs. Rassemblés à partir d'une combinaison de son armée de l'air, de son aviation navale et de la branche aérienne de ses forces terrestres. Pour ces avions de détection et de commandement aéroportés, capables de fournir une connaissance de la situation sur de grandes distances lors des combats, la Chine utilise un petit nombre de KJ-2000 à longue portée, qui seront bientôt rejoints par les très attendues versions améliorées, les KJ-3000. Pour les soutenir, environ 70 avions KJ-200 et KJ-500 à hélice, ainsi que divers hélicoptères navals, sont disponibles. En guerre électronique, la Chine emploie une vingtaine d'avions à hélice et une douzaine de J-16 modifiés dérivés du Su-27 pour brouiller les radars, de façon similaire aux avions Growler américains. La Chine cherche à augmenter sa flotte d'avions ravitailleurs, actuellement d'environ 25 appareils de plusieurs modèles. Tandis que le pays répond à ses besoins en transport stratégique en s'appuyant sur environ 70 avions de transport lourd à réaction, répartis entre l'Ilyushin 76 de l'époque soviétique et le PD-20 fabriqué en Chine. La Chine utilise environ 120 avions de transport tactique et possède aussi près d'une centaine d'autres appareils, de biplans de l'époque soviétique qui ont été développés pour la première fois dans les années 1940, il y a près de 100 ans. La Chine dispose de plus de 3000 avions de combat et hélicoptères et produit chaque semaine de nouveaux chasseurs plus avancés. Non seulement cela, mais au cours de l'année écoulée, la Chine a prouvé que ses capacités de recherche et de conception sont assez solides. Je veux dire tellement solides, le pays semble posséder de nombreux avions de combat expérimentaux, en test ou proches de la production. Le plus impressionnant est un avion provisoirement nommé J-36 à 3 moteurs et sans empennage, aperçu pour la première fois au-dessus de la Chine en décembre 2024. Bien qu'il n'ait pas été officiellement reconnu par Pékin, on pense qu'il s'agit d'un prototype de chasseur de 6e génération. Une désignation qui, si elle s'avère exacte, signifierait que la Chine pourrait être la première nation à mettre un avion de 6e génération en service opérationnel. La Chine fait aussi voler au moins 2 prototypes avancés d'origine incertaine, pilotés ou drone, et un bombardier furtif H-20, qui pourrait être ou non l'appareil aperçu en vol à haute altitude par des photographes civils au sol en Chine cette année. La Chine est également en bonne voie de construire toute une gamme d'appareils de combat collaboratifs, plus simplement appelés des drones ailiers. Prenez du recul. Jetez un regard large et ouvert d'esprit sur les outils de combat aérien que nous venons de présenter, et nous pensons que la conclusion est assez évidente. La force aérienne de la Chine et ses capacités militaires plus larges sont vraiment plutôt impressionnantes. L'armée de l'air chinoise regorge de nouveaux équipements rutilants et peut répondre à presque tous les critères d'une force aérienne moderne. Le premier problème flagrant de l'armée de l'air chinoise saute aux yeux. Inutile même de regarder sous le capot, même si nous le ferons aussi. Au lieu de cela, le premier problème que nous devons souligner réside entièrement dans le fait que la Chine possède du matériel flambant neuf et étincelant. Tout dans l'armée de l'air chinoise, des avions aux pilotes, bataille, tactique et stratégie, est immaculé et totalement neuf. Et la dernière fois que la République populaire de Chine a mené une guerre, le monde était très différent. John Lennon, la princesse Diana, Richard Nixon et Jackie Onassis étaient vivants et en bonne santé, tandis que Queen venait d'annoncer qu'ils allaient vous faire vibrer. Et la République islamique d'Iran n'avait pas des années, ni des mois, mais seulement quelques jours d'existence.
En 1979, la Chine et le Vietnam se sont affrontés durant près de 4 semaines lors de la guerre sino-vietnamienne. Les estimations occidentales des pertes humaines pendant la guerre comptent entre 50 et 60 000 personnes tuées. Pour notre propos, l'important n'est pas le résultat des combats, mais les avions utilisés par l'armée populaire de libération. En fait, la Chine ne faisait voler aucun avion pendant ces combats, du moins pas pour fournir un appui aérien rapproché à ses troupes au sol. Les membres de l'armée de l'air chinoise de cette époque ont quitté le service depuis longtemps, beaucoup étant aujourd'hui décédés. Depuis cette époque, la Chine n'a jamais mené de guerre aérienne. Ni contre un adversaire de même niveau, ni contre un adversaire proche, et même pas contre un adversaire qui aurait été nettement surpassé dans les airs. Aucun pilote de chasse chinois n'a jamais connu le combat. Aucun haut commandant de l'armée de l'air chinoise n'a jamais dirigé une force aérienne moderne en combat. Nous affirmons que le personnel chinois n'est pas connu pour avoir participé à de telles choses, car il existe toujours une zone grise concernant l'expérience. Bien sûr, nous n'allons pas rester rigides et dire non catégoriquement, pas un seul. Le pilote chinois a été discrètement retiré de son uniforme et envoyé piloter des chasseurs Sukhoi russes pendant la guerre en Ukraine ou le conflit du Donbass. Mais bien que certains pilotes sélectionnés avaient participé à la bataille, la plupart des pilotes chinois et de leurs chefs militaires n'ont jamais eu cette chance. Ils ont été formés par le biais de simulations numériques, d'exercices en conditions réelles et d'une instruction pratique et théorique intensive, mais aucun n'a jamais officiellement pris part à une guerre aérienne de quelque nature que ce soit. Ils n'ont pas mené de frappe aérienne comme celle devenue omniprésente pendant la guerre mondiale contre le terrorisme et d'autres opérations de contre-insurrection. Il est impossible de mesurer l'importance de l'expérience dans les combats modernes. Mais la différence entre des armées expérimentées, habituées qu'on ne fait à la rigueur du combat, et des armées qui n'en ont jamais fait l'expérience est absolument flagrante. C'est particulièrement vrai dans le combat aérien, où la combinaison des tirs ennemis, des priorités et des conditions de champ de bataille en constante évolution, et peut-être même la présence d'appareils ennemis à affronter, tout cela rend le défi déjà difficile de piloter un avion vraiment, presque impossible. Même pour des vétérans aguerris du combat, le cockpit reste un véritable défi. Dans un environnement à pression intense, les pilotes lors de leur premier combat commettent souvent des erreurs de jugement, des mauvais calculs, des oublis ou des fautes, qu'ils savent déjà éviter d'un point de vue académique. Pour les forces aériennes, cela permet d'intégrer progressivement de nouveaux pilotes à leurs escadrons et de les exposer aux conditions de combat aux côtés de vétérans expérimentés. C'est un problème qui peut être surmonté avec des pilotes expérimentés qui aident à guider, à coordonner et, si nécessaire, à protéger la vie des nouveaux venus. Mais quand tout l'escadron part pour la première fois au combat, ensemble, face à un adversaire presque aussi fort, mais plus expérimenté, cela pose un gros problème. Les pilotes chinois n'ont tout simplement pas le soutien de coéquipiers plus expérimentés pour les aider. Même si les archives historiques sont partagées sur la capacité des combattants peu expérimentés à être à leur hauteur, c'est dans le cockpit que ces soldats affrontent le plus grand obstacle à la réussite. Contrairement à un peloton ou à une compagnie de soldats au sol, les pilotes de chasse n'ont pratiquement aucune marge d'erreur. Un soldat au sol, si son unité essuie des tirs, peut se mettre à couvert et commencer à riposter. Un aviateur de combat doit décider en une fraction de seconde tout en pilotant comme s'il conduisait une voiture de sport à 200 km/h dans une ville animée. Parfois, ils doivent réagir à des menaces venant de plusieurs directions à la fois, avec peu, voire aucune, capacité à réellement voir la menace, ou leurs camarades lors de manœuvres intenses, tout en gardant conscience de la situation et en poursuivant leurs objectifs. On pourrait en dire autant, par exemple, des équipages de ravitaillement en vol qui essaient d'accomplir cette tâche complexe pour la première fois dans des circonstances défavorables, ou des équipages d'avions de détection et de commandement aéroportés qui, pour la première fois, doivent surveiller le champ de bataille en voyant de vrais avions et vies disparaître de leurs écrans. Même le journal officiel de l'Armée populaire de libération a évoqué ce problème, le qualifiant de maladie de la paix. Mais nulle part la pourriture et l'atrophie causée par la maladie de la paix n'ont plus d'importance que dans l'armée de l'air chinoise. La première expérience de combat des pilotes chinois ne sera pas une dose mesurée pour les immuniser ou les renforcer. La première grande guerre de la Chine au XXIe siècle pourrait se jouer autour de Taïwan, opposant son armée de l'air à des pilotes américains bien plus expérimentés aux commandes d'avions furtifs sophistiqués. Bien qu'il se soit écoulé un certain temps depuis que les pilotes américains se sont livrés à des combats aériens avec des avions ennemis,
Beaucoup d'entre eux ont au moins volé dans des zones de combat actives. C'est bien plus que ce qu'on peut dire de leurs adversaires chinois. L'expérience récente des engagements aériens américains permet d'affiner les pratiques, d'évaluer les forces et faiblesses des appareils et d'utiliser les données pour orienter les décisions futures. Tous des luxes dont la Chine ne dispose tout simplement pas. Comme les pilotes chinois, sans expérience du combat, leurs appareils n'ont jamais été testés en situation réelle. Il existe quelques exceptions limitées ici pour les avions fabriqués en Chine et utilisés par d'autres armées dans le monde, et nous aborderons ces exceptions dans un instant. Mais ces avions ne servent pas dans l'armée de l'air chinoise, ils ont été conçus puis exportés par la Chine. Les pilotes individuels. Les exemplaires dans l'arsenal chinois n'ont jamais été mis à l'épreuve dans des conditions de combat pour le compte de la Chine, et certains des plus importants n'ont même jamais été testés du tout. Lorsque nous avons décrit le furtif Ji-20 par exemple, comme la colonne vertébrale de la flotte aérienne de combat chinoise, c'était positif à certains égards. C'est un chasseur de 5e génération produit en masse, facilement disponible à grande échelle en temps de guerre. Cependant, cette plateforme n'a jamais utilisé ses missiles en combat. Théoriquement, elle peut se dissimuler même face à des défenses ennemies sophistiquées, d'offrir des performances brillantes lors de combats aériens rapprochés et d'être capable d'enchaîner rapidement les missions sans tomber en panne sous la pression. Si le J-20 est engagé au combat et qu'une de ses capacités manque, la force de l'armée moderne chinoise ne sera qu'une illusion. Et ce même problème s'étend à l'ensemble de l'armée de l'air chinoise. La Chine estime que ses bombardiers H-20 et leurs équipages peuvent atteindre une cible, larguer leurs charges et rentrer en sécurité. Mais la Chine n'en a aucune certitude, car cela n'a jamais été fait. Les équipages de transport stratégiques doivent en un pouvoir mener des missions d'insertion et d'extraction intenses sur des pistes courtes et en un temps limité. Mais les équipages n'ont jamais essayé, et leurs avions n'ont jamais été sollicités dans de telles conditions, avec en plus le risque de tirs ennemis. Même les avions de combat ayant servi ailleurs, comme le J-10C, n'ont pas encore opéré en nombre. Pour n'importe quel avion chinois, des défis aérodynamiques, des erreurs de production, des faiblesses ou vulnérabilités inconnues, ou une technologie moins performante pourraient alors tous se cacher, attendant juste l'occasion de gêner les pilotes et commandants chinois. Aussi importante que soit l'expérience, le manque de familiarité de la Chine avec le vrai combat aérien, ce n'était que le début. Adoptons d'emblée une hypothèse radicale, même sans aucune expérience réelle. Pour eux-mêmes, pour ceux qui les ont formés et pour ceux qui ont formé ceux qui les ont formés. Les aviateurs militaires chinois sont les meilleurs du monde. Maintenant, avec cette hypothèse en tête, posons une autre question. À quel point cette compétence en aviation compte-t-elle vraiment si, à chaque fois qu'ils essaient de voler, leurs avions perdent de la puissance et s'écrasent au sol? Je veux dire, on exagère, bien sûr. Heureusement pour les pilotes chinois, il semble qu'au minimum, leurs avions sont plutôt bons pour rester dans les airs. Mais toute l'expertise opérationnelle du monde ne vaut rien si la technologie ne peut pas suivre. Et pour les avions de combat chinois, ce problème va bien au-delà du simple fait qu'ils n'ont jamais été testés au combat. Certes, certains problèmes n'apparaissent qu'en guerre, mais d'autres sont visibles même en paix. Et dans le cas de la Chine, ces problèmes sont partout, touchant même le chasseur sur lequel Pékin compte s'appuyer, le principal problème du chasseur furtif J-20, comme pour de nombreux avions de combat chinois, ce sont ses moteurs. Bien que le J-20 soit conçu comme un chasseur haute performance, les concepteurs de moteurs chinois n'ont pas réussi à suivre le rythme du moteur prévu pour le J-20. Le WS-15, encore indisponible 20 ans après son premier essai, serait sujet à la surchauffe. Ces signatures thermiques ne sont pas furtives, et il consomme tant de carburant que l'autonomie de combat du J-20 en pâtit. À ce jour, l'intégration du moteur dans les nouveaux J-20 reste incertaine, de routine. De plus, les problèmes de chaîne d'approvisionnement sont devenus un autre obstacle à la préparation du moteur. Même lorsqu'il sera prêt à être utilisé, la Chine devra passer des années à moderniser les J-20 existants, sauf si elle accepte que sa flotte reste limitée par un groupe motopropulseur inférieur. En attendant, la Chine utilise un moteur moins performant appelé WS-10. Malgré le fait qu'il soit connu pour surchauffer fréquemment, caler de façon intermittente et ne pas pouvoir voler à des vitesses supersoniques soutenues ou en supercroisière sans utiliser la post-combustion. Au-delà de ces problèmes de moteur perpétuel, le J-20 a souvent vu ses caractéristiques furtives remises en question. Alors que des années de débats ont porté sur son avant, potentiellement compromettant, les petites ailes avant, appelées canards, ont été largement supprimées, concluant qu'elles ne posent pas vraiment problème.
La qualité de fabrication de l'appareil semble laisser des interstices dans le revêtement de certains avions, ce qui pourrait les rendre beaucoup plus visibles sur les radars. On pense également qu'il n'est furtif qu'en partie lorsqu'il est observé de l'arrière ou de côté, surtout avec des moteurs brûlants qui en font une cible de choix pour les dispositifs de détection infrarouge. Ces soutes à armement interne sont assez petites comparées à celles des F-35 américains, ce qui limite fortement la charge utile qu'il peut transporter tout en restant furtif. Actuellement, il ne peut même pas transporter de bombes dans sa soute et demande beaucoup d'entretien, limitant fortement son temps de vol. Selon de nombreux experts occidentaux, il dépend en partie de technologies révélées aux États-Unis et à la Russie. En pratique, ce point serait insignifiant, sauf que, combiner différentes technologies avançant au volet, ainsi que des éléments de conception indigènes, tout en ne comprenant peut-être pas complètement la technologie volée qui est intégrée, c'est la recette idéale pour que des problèmes étranges et imprévisibles surviennent au moment où on s'y attend le moins. Au-delà du Jiving, dit beaucoup de chasseurs chinois auraient les mêmes problèmes de moteur. Le JDXC de la Chine, l'avion non furtif le plus puissant de sa flotte aérienne, est équipé du peu fiable WS-10. Un moteur réputé pour son entretien fréquent et ses remplacements occasionnels, ce qui n'est pas souhaitable pour un avion de chasse monomoteur. La Chine développe des moteurs de nouvelle génération pour équiper sa flotte de bombardiers H-6, mais elle devra mettre ses bombardiers hors service lorsque le nouveau moteur, le WS-18, sera disponible. Même le mystérieux avion à réaction provisoirement appelé J-36 semble souffrir de moteurs sous-alimentés. C'est une conception triréacteur, avec non pas un, ni deux, mais 3 moteurs placés côte à côte. Même si cette configuration génère de belles traînées de condensation, ce n'est pas souhaité pour un chasseur avancé. Ceci résulte sans doute de la conception lourde et à longue portée de l'appareil qui transporte trop de masse pour que 2 moteurs de chasse chinois suffisent à le propulser correctement. Il y a aussi la forte dépendance de la Chine à l'égard des appareils de la lignée Su-27 comme principal cheval de bataille, alors que de nouveaux J-20 plus nombreux et plus performants viennent continuent d'entrer en service. Non seulement ces appareils sont eux aussi limités par leurs problèmes de moteur, en particulier le Shenyang J-16 pourtant avancé, mais ils semblent avoir en réalité une portée bien moindre que celle annoncée officiellement en Chine. Les J-11 chinois sont en grande partie incapables de recevoir du ravitaillement en vol, tandis que le plus avancé J-16 ne dispose pas de tuyères à poussée vectorielle ni de la capacité de voler en supercroisière. Non seulement cela, mais toute la base du Su-27 pour ces avions est dépassée, avec le Su-27 et ses nombreux dérivés, ayant été déployés dans suffisamment d'environnements de guerre et ayant participé à suffisamment d'opérations de combat très visibles pour que les adversaires de la Chine comprennent presque à coup sûr les vulnérabilités inhérentes de ces appareils. La chaîne d'approvisionnement chinoise pour les dérivés du Su-27 reste fragile, Pékin dépendant encore partiellement de la Russie pour maintenir ses avions malgré l'apparition d'alternatives. La Chine a été très enthousiaste à retirer du service ses J-11, J-16 et les avions Sukhoi fabriqués en Russie, ainsi que les J-15 capables d'opérer sur porte-avions sur lesquels la marine chinoise compte pour équiper ses porte-avions. Impossible d'analyser la force aérienne chinoise sans évoquer le bombardier H-6. Malgré sa taille, sa rapidité et ses modernisations, le H-6 présente encore de nombreux inconvénients. Notamment le fait que beaucoup des exemplaires chinois sont dépassés et n'ont pas été mis aux normes modernes. On estime qu'au maximum, seulement 120 de ces avions sont réellement prêts à participer à des combats actifs, et même ce chiffre est peut-être optimiste. Reposant sur un modèle soviétique de 1952, la capacité d'emport du H-6 est faible selon les normes actuelles. Dans l'armée de l'air chinoise, le H-6K ne transporte qu'environ 15 tonnes de charge utile. Si cela paraît impressionnant, il faut le replacer dans son contexte. C'est à peu près la même charge utile que celle du F-15EX américain, un avion pilotable en solo, presque 3 fois plus rapide que le H-6 et nettement plus sûr. Grâce à sa manœuvrabilité et ses défenses, le B-52 SH modernisé transporte plus du double du H-6 à vitesse égale et sur une bien plus longue distance. Le B-52 peut aussi collaborer avec le B-1 et le B-2. Les vieux bombardiers russes Tupolev 95 peuvent opérer avec les Tupolev 22 et Tupolev 160. Le H-6 chinois est seul, sauf avec une escorte de chasseurs ou le JH-7 plus petit et moins équipé. Il n'est absolument pas furtif et ne survivrait pas dans des combats aériens modernes où les chasseurs chinois n'ont pas neutralisé les défenses aériennes ennemies et les avions adverses à l'aide d'armes à distance pouvant être lancées très loin des champs de bataille aériens. Si l'actualité mondiale l'indique, au moins un avion de chasse chinois devrait échapper aux critiques. Et ce serait le JDC,
Un avion qui, selon le Pakistan, a récemment abattu plusieurs Rafales français lors d'un combat avec l'Inde. Mais même le JDXC a ses problèmes, et pas seulement à cause des soucis liés à son unique moteur WS dit peu fiable. L'avionique du JDXC est bonne à certains égards, mais bien en dessous des normes modernes à d'autres. Il offre une faible capacité d'emport et une portée courte, même sans considérer la forte consommation de son moteur. Et même les succès du JDXC au Pakistan ont été remis en question, malgré les preuves qui semblent soutenir l'idée que le JDXC a bien abattu des Rafales français. Au lieu de cela, cette victoire au combat semble plutôt liée au fait que l'Inde a mal compris la portée des missiles tirés par les JDXC pakistanais, selon des sources indiennes et pakistanaises. S'adressant à la presse internationale, les pilotes indiens pensèrent être à l'abri des missiles lancés contre eux sans eux. Car apparemment, la portée des missiles PL-15 fabriqués en Chine et utilisés par le Pakistan était bien supérieure à ce que la Chine avait annoncé. Pour être clair, c'est un avantage pour les missiles chinois, un atout majeur à considérer en évaluant la force aérienne du pays. Mais en supposant que cette version des faits soit exacte, il serait prématuré d'affirmer que le JDXC a surpassé les chasseurs occidentaux avancés, ou même qu'il s'est réellement mesuré à eux dans un véritable affrontement. Sans cela, le JDXC reste tout aussi peu éprouvé que le J-20 ou que n'importe quel autre avion de combat moderne chinois. Jouons de nouveau l'avocat du diable en conservant l'hypothèse évoquée précédemment. Même si les aviateurs militaires chinois sont totalement inexpérimentés, ils ont tout de même réussi à devenir les meilleurs du monde. Et nous allons même ajouter une autre hypothèse, que tous les problèmes des avions militaires chinois que nous venons d'expliquer en détail ne sont en réalité pas du tout préoccupants, et que le J-20, le JDXC, le H-6 et tous les autres appareils chinois sont aussi impressionnants que Pékin veut le faire croire. Même dans un scénario où la Chine dispose des pilotes et des avions dont elle a besoin, il y a encore d'autres raisons de s'inquiéter. Une force aérienne puissante ne se limite pas à un bon arsenal. Il faut unifier cet arsenal pour créer une force aérienne opérationnelle. Encore une fois, il y a des raisons de penser que la Chine n'est pas aussi redoutable qu'elle le paraît. Le principal problème ici est la conception des forces. Quels avions la Chine a-t-elle choisi d'acquérir, avec leurs forces et faiblesses respectives, afin d'accomplir les missions de guerre que la Chine considère comme les plus importantes? Aucune force aérienne n'est identique à une autre. Le Brésil et l'Italie ont une puissance économique similaire pour soutenir leurs armées, mais le Brésil n'a pas d'adversaire géopolitique réel. Mais avec un vaste territoire amazonien à surveiller, a surtout misé sur des avions légers à hélice pour des patrouilles lointaines. Avec seulement 3 douzaines de chasseurs modernes à la disposition du pays une fois que toutes ces commandes auront été livrées. L'Italie, en revanche, est un membre relativement puissant de l'alliance de l'OTAN, en construisant une flotte d'environ 100 SANT et 100 Eurofighter Typhoon, sans les avions de patrouille à hélice tant recherchés par le Brésil. La Chine cherche à créer une force aérienne axée sur la supériorité aérienne longue portée et la haute technologie. Même si le J-20, son principal investissement, peut attaquer, il excelle surtout pour abattre des avions ennemis. Et la Chine en a déjà construit bien plus de 300. Ces chasseurs bombardiers et bombardiers stratégiques sont présentés publiquement comme ayant des portées de combat de plusieurs milliers de kilomètres, bien que leur portée réelle soit probablement bien inférieure, à cause des problèmes de moteur que nous venons de décrire. Les bombardiers les plus récemment modernisés de la Chine sont conçus pour lancer des missiles de croisière à longue portée, tandis que sa prochaine génération de chasseurs furtifs J-35 est destinée à opérer loin de ses bases, à bord de porte-avions, avant d'ajouter leur propre portée de combat à l'équation. Si la Chine concevait une guerre où son arsenal serait le plus adapté pour gagner, ce serait sans doute contre un adversaire. À plus de 1000 km, ces avions furtifs pourraient démanteler les défenses ennemies rapidement, permettant ensuite à une deuxième vague d'attaque de tout dévaster. Mais si c'est vrai, alors la composition du reste de la force aérienne chinoise n'a pas vraiment de sens. La Chine accorde une importance disproportionnée à la conception et à l'acquisition d'avions de combat, au point que sa flotte d'avions de soutien non combattant paraît pratiquement anémique. Même si cela poserait moins de problèmes pour une autre force aérienne avec un objectif différent. C'est un problème important pour la force aérienne chinoise. Actuellement, Pékin dispose à peine de 25 avions ravitailleurs en vol pour soutenir une force aérienne et une aviation navale, combiné le S-1 de plus de 3000 avions de combat. Un ratio de 120 pour 1.
En comparaison, les États-Unis Air Force possèdent environ 500 avions ravitailleurs pour 2000 avions de combat, soit un ratio de 4 pour 1 sans compter les autres branches de l'armée. Et elle considère toujours être en situation de crise concernant le ravitaillement en vol. Avec si peu de ravitailleurs disponibles, la Chine n'a pas les moyens de maintenir en vol pendant de longues périodes lors d'une mission de combat plus qu'une poignée d'avions de chasse. Ainsi, toute grande opération dépendra du carburant transporté par les chasseurs chinois. Même pour les avions non furtifs, utiliser des réservoirs externes limite la charge utile ou les munitions. Pour garder sa furtivité, un avion comme le J-20 ne peut pas utiliser de réservoir de carburant externe. Même si cette situation pourrait convenir à la Chine lors d'une offensive contre un adversaire proche comme Taïwan, où elle miserait sur une frappe unique pour neutraliser l'ennemi en quelques heures, même ce type d'opération risque de dégénérer discrètement si la résistance est plus forte que prévu et la Chine doit rappeler ses chasseurs pour un ravitaillement prolongé. Dès que les opérations deviennent complexes, un pays comme la Chine va vraiment avoir besoin de ravitailleurs en vol, et elle en possède à peine. Il en va de même pour les avions chinois de détection et de commandement, chargés d'assurer une large connaissance du champ de bataille. La Chine possède plusieurs types d'avions alerte avancés aéroportés et mais un seul, le KJ-2000, est équipé pour fournir une surveillance à 360 degrés sur un vaste espace de bataille pendant de longues périodes. La Chine en possède moins d'une demi-douzaine. Peu furtifs, difficiles à protéger des armes à longue portée et dépendant de grands équipages spécialisés, ces avions sont très difficiles à remplacer une fois perdus. Demandez à la Russie, dont la flotte d'A-50 de Moscou, équipée de façon similaire, a été décimée par l'Ukraine en 3 ans et demi de guerre. La Chine prévoit d'ajouter prochainement le nouvel avion AWNC-KJ-3000 à son arsenal. Mais on pense qu'un seul de ces appareils a été achevé jusqu'à présent, et la capacité de la Chine à en produire davantage semble être fortement limitée. En ce qui concerne les avions de guerre électroniques, la Chine ne fait guère mieux, dépendant d'appareils plus anciens, principalement à hélice en petit nombre. La Chine s'effondre presque dans le transport aérien stratégique. Entre les Ilyushin, 76 soviétiques, et les Ertfinde locaux, la Chine possède seulement environ 70 avions de transport stratégique et environ 60 avions à turbopropulseurs à 4 moteurs, que l'on pourrait qualifier de transporteurs tactiques. Comparez cela à l'États-Unis Air Force, encore une fois, sans même prendre en compte l'inventaire séparé de la marine ou des Marines, aucune comparaison possible. Les États-Unis disposent d'environ 250 énormes avions de transport stratégique et d'un nombre similaire d'avions de transport tactique éprouvés qu'ils ont démontré pouvoir déployer sur de longues distances pour des opérations logistiques qu'on n'en palier soutenues et complexes, une compétence que la Chine n'a même pas encore commencé à démontrer qu'elle peut égaler. Avec si peu d'avions de transport stratégique à sa disposition, la Chine manque d'options lorsqu'elle envisage des opérations militaires à grande échelle à l'étranger. Si elle voulait mener des opérations contre, disons, Taïwan, alors, même si elle pouvait rapidement sécuriser l'espace aérien taïwanais, elle devrait soit attendre l'arrivée d'une flotte de navires de guerre lents et vulnérables, transportant des troupes et du matériel, ou acheminant par petits groupes des parachutistes chinois ou de petites forces de débarquement avec ses avions de transport. Sans compter que si la Chine souhaite vraiment stationner ses avions sur des aérodromes capturés à Taïwan, elle ne pourra pas assurer le soutien logistique par voie aérienne. Cela signifie pas de réapprovisionnement rapide en munitions, aucun moyen d'envoyer rapidement des pièces de rechange si des avions sont endommagés, et aucune possibilité de renforcer et de fortifier rapidement les aérodromes dans les zones contestées. Enfin, même la flotte aérienne de combat chinoise est sous-équipée pour ce type d'opération. La plupart des avions de chasse chinois, ainsi que ces bombardiers H-6, transportent des charges utiles relativement faibles par rapport à des avions similaires dans les arsenaux d'autres nations, et son chasseur le plus important, le J-20, est l'un des plus décevants à cet égard. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le J-20 ne peut même pas transporter de bombes, ce qui limite sévèrement ses options pour éliminer les défenses aériennes ennemies et les chasseurs adverses. La Chine ne pouvait pas non plus miser sur l'idée de compenser la faible capacité d'emport de chaque avion en les faisant voler en masse. Même si la Chine se concentrait entièrement sur une seule opération militaire, comme une invasion de Taïwan, elle devrait tout de même répartir la plupart de ses avions de combat à travers le pays. Une grande partie restera immobilisée, comme pour toute force aérienne moderne. D'autres devront rester pour la défense du territoire et mener des opérations contre d'éventuelles contre-attaques. En prenant Taïwan comme exemple, toute invasion chinoise provoquerait sûrement un retour massif de drones et missiles vers la Chine. Et la Chine aura besoin d'avions dans les airs pour y faire face. Si l'on tient compte de tous les appareils qui doivent être gardés en réserve pour d'autres missions,
La Chine dispose d'une force d'invasion bien moindre, qu'elle devra diviser en plusieurs vagues pour éviter d'établir la supériorité aérienne au-dessus de Taïwan, puis de quitter la zone. Les premières vagues d'invasion aérienne seraient surtout constituées d'avions furtifs avec de petites charges utiles, et qui ne pourraient envoler et chasser des cibles qu'un temps limité avant de devoir retourner sur le continent. La Chine n'a pas les ravitailleurs en vol pour les maintenir en l'air. Ici, une première vague d'environ 100 J-20 furtifs tente de neutraliser efficacement. Plus de 250 chasseurs taïwanais, des dizaines de batteries de défense aérienne et des centaines de lance-missiles. Tout cela avant que les premières vagues de F-35, F-22 ou F-15EX américains n'arrivent de la base aérienne de Kadena à Okinawa. Supposons que l'efficacité ne soit pas parfaite, et l'invasion aérienne de Taïwan devient vite très compliquée. Le pire, c'est que les déséquilibres que nous avons décrits dans la force aérienne chinoise ne font qu'engendrer des problèmes de plus en plus graves, à mesure que la Chine doit affronter des adversaires situés de plus en plus loin de son propre continent. Le détroit de Taïwan, il ne fait en moyenne qu'environ 180 km de large, ce qui permet aux planificateurs militaires chinois de supposer, dans une certaine mesure, qu'ils peuvent compter sur les bases militaires du continent pour soutenir une invasion. Des opérations plus lointaines dans le Pacifique, comme contre les Philippines, le Japon ou d'autres îles, seraient bien plus difficiles à soutenir pour la Chine. Et dans un monde où les nations de l'Indo-Pacifique réagissent comme prévu à une invasion chinoise de Taïwan, la Chine peinera à contrôler sa cible sans pouvoir maintenir un périmètre aérien empêchant l'approche des avions américains, japonais, sud-coréens, australiens et autres. Avec peu d'avions ravitailleurs et de transports stratégiques pour soutenir les opérations depuis les aérodromes artificiels construits sur les îles, la Chine aura du mal à imposer un périmètre aérien. Si elle ne maintient pas un périmètre, toute invasion chinoise de Taïwan se fera dans un espace aérien très contesté. En s'éloignant des défauts de fond et de forme de la force aérienne chinoise, nous identifions bien plus de facteurs de complications agissant en coulisses, rendant leur tâche plus difficile. En Chine, encore plus que dans la plupart des nations du monde, l'armée et le monde de la politique partisane sont profondément interconnectés, et là où les instruments de la bureaucratie d'État chinoise détiennent le pouvoir, la corruption n'est jamais loin. La corruption, l'enrichissement personnel et le vol des ressources publiques concernent toute l'armée chinoise, à tous les niveaux. Bien que l'ampleur réelle du problème reste inconnue, les rares aperçus disponibles dressent un tableau dévastateur. Prenez l'exemple de la corruption au sein de la force des fusées chinoise lorsque, à partir de 2023, Pékin a lancé une répression contre une corruption massive qui a entraîné toutes sortes de dysfonctionnements et d'équipements compromis, y compris le remplacement régulier du carburant des missiles par de l'eau afin de dissimuler le vol de carburant. Au-delà de ce scandale, les deux hommes qui dirigeaient récemment le ministère chinois de la Défense nationale ont tous deux été démis de leurs fonctions lors de purges anti-corruption. Le ministre actuel de la Défense, Dong Zhang, ayant lui-même fait l'objet d'enquêtes selon certaines informations. La purge la plus récente de Xi a vu plusieurs hauts responsables de la défense en Chine être écartés de leur poste, y compris les deux généraux à la tête de la force des fusées et un certain nombre de hauts responsables impliqués dans le développement de nouvelles technologies. Les campagnes anti-corruption de Xi dans l'armée ont évincé de nombreux proches considérés comme ses fidèles. Cela suggère une possible révolte interne au sein de la faction de Xi, ou plus probablement l'existence de problèmes de corruption si endémiques qu'ils ont nécessité l'éviction de ses propres alliés. Les détails précis de la corruption dans l'armée de l'air chinoise sont difficiles à cerner, mais les récentes actions de Pékin suggèrent de nombreux problèmes sous-jacents. Prenez l'homme qui dirigeait la branche militaire avant Chang Dingqi, actuel commandant depuis 2021. Avant que Chang ne prenne la relève, l'armée de l'air de l'armée populaire de libération était sous le commandement de Ding Laihang, qui a passé un peu plus de 4 ans à la tête de la branche. Mais 2 ans après son éviction inexpliquée, Ding a été emporté par les campagnes de répression contre la corruption lancées par le sommet de la hiérarchie de Pékin. Il a perdu ses postes prestigieux après sa carrière militaire. Au début de cette année, le plus important constructeur d'avions militaires de Chine a vu 2 de ses plus hauts dirigeants être démis de leurs fonctions. Bien qu'il soit inédit que Pékin révèle directement le type de corruption qui sévit au sein de son armée, l'armée de l'air du pays, en particulier, est une cible de choix pour les hauts responsables cherchant à s'enrichir. Que ce soit en détournant des contrats lucratifs, en vendant des composants usinés essentiels à la construction et à l'entretien des avions, ou en cédant des secrets industriels militaires
à d'autres pays, les occasions ne manquent pas dans l'armée de l'air chinoise pour un escroc entreprenant. Mais dans l'armée chinoise, la corruption dépasse la simple fraude des généraux ou des entreprises d'État d'un mix d'État de la défense. À certains égards, la corruption au sein du système est une création délibérée et soigneusement orchestrée par les propres dirigeants chinois, non seulement pour s'enrichir eux-mêmes, mais aussi pour s'assurer que l'armée ne devienne pas une menace pour le régime lui-même. L'élite dirigeante chinoise a pris grand soin d'éliminer toute menace potentielle provenant de tous les angles imaginables. Les citoyens ne peuvent ni élire un autre dirigeant, ni se réunir pour imposer un changement politique. Les éventuels leaders de l'opposition ne peuvent pas s'organiser en partis politiques indépendants. Les élites riches ont été souvent rappelées que leur fortune dépend de Pékin. Et les membres de la propre hiérarchie dirigeante de la Chine sont tellement occupés à se battre entre eux qu'ils ont peu d'espoir de trouver une occasion de défier les puissances politiques supérieures à leur rang. L'armée chinoise a été strictement protégée des coups d'État au fil des générations. Les promotions dépendent surtout de la loyauté, pas du mérite. Les structures de direction sont volontairement bureaucratiques et inefficaces, et la majorité du pouvoir est confiée à un petit groupe de commandants de confiance. C'est surtout vrai pour l'armée de l'air chinoise, où un seul équipage de bombardiers indépendants peut suffire. Dans les bonnes circonstances, pourrait décapiter la direction politique de la Chine d'une manière qu'un groupe de soldats ou de jeunes officiers dissidents n'aurait aucune chance de réaliser. Et malheureusement pour l'armée chinoise, la prévention des coups d'État se fait au détriment de l'efficacité militaire sur le champ de bataille. Pékin a décliné l'opportunité de promouvoir ses meilleurs éléments au profit de la promotion d'alternatives, qui ne feront pas de vagues. Cela garantit que les décisions de ses commandants militaires doivent être validées par des commissaires politiques, qui manquent souvent d'expérience militaire ou même d'une connaissance de base du fonctionnement de l'armée. En temps de paix, les commandants militaires chinois devaient obtenir l'accord du comité pour des tâches aussi basiques que faire surface les sous-marins. Les exercices militaires du pays visent surtout à impressionner les élites du parti, plutôt qu'à améliorer réellement les compétences des troupes. La participation ainsi que les efforts annoncés pour réformer le système se sont révélés n'être guère plus que de l'art de la mise en scène. La Chine ne peut pas simplement appuyer sur un interrupteur en temps de guerre et s'attendre à ce que la bureaucratie, cette inefficacité et les conséquences d'une corruption intentionnelle de son armée disparaissent comme par magie. Et pour l'armée de l'air du pays, où les opérations de combat réels nécessiteront une coordination en temps réel des ressources, une prise de décision efficace et une habileté tactique de la part du commandement, cette corruption interne pourrait s'avérer encore plus dommageable que pour tous les autres. Combiner tous les nombreux problèmes de l'armée de l'air chinoise, d'un manque d'expérience à des forces incohérentes, une technologie décevante, jusqu'à l'enrichissement et la corruption soutenue par l'État. Et ce n'est pas un joli tableau, n'est-ce pas ? Soyons clairs, ici, à War France, nous n'avons pas de fenêtre secrète sur l'armée chinoise. Nous ne pouvons nous appuyer que sur des observations externes, l'analyse d'experts et les rares informations qui filtrent depuis le royaume du milieu. Si la force aérienne chinoise rencontre tous les problèmes évoqués simultanément, la capacité de la Chine à mener une guerre moderne au XXIe siècle devrait être sérieusement remise en question. La force aérienne de l'Armée populaire de libération n'a de sens qu'en tant que force unifiée dans de rares cas. Ces dirigeants n'ont pas de preuves pour soutenir l'idée que leurs équipages aériens inexpérimentés ou leurs avions de combat peuvent supporter les rigueurs du combat. Pour que la Chine voie cette force aérienne comme capable de vaincre un adversaire plus faible, comme l'ont fait les États-Unis contre l'Irak en 1991, alors oui, peut-être que nous pourrions y croire. Mais pour que la Chine confie à cette force aérienne une guerre contre Taïwan, et donc contre les États-Unis et leurs alliés indo-pacifiques, ce n'est pas un pari judicieux. Il y a une autre option, parler doucement et brandir un très gros bâton. Quand la force aérienne chinoise est en difficulté, c'est que les adversaires lisent les petits caractères. La Chine met en avant ses nombreux chasseurs furtifs J-20, ce qui est impressionnant, sauf si l'on s'intéresse aux problèmes de moteur ou à la furtivité réelle du J-20. La Chine possède plus de 100 bombardiers stratégiques, ce qui est impressionnant, sauf si l'on examine leurs fiches techniques de près. La Chine, devenue une superpuissance montante, dispose d'une des forces aériennes les plus importantes et avancées technologiquement au monde. Et cette affirmation en soi est indéniable. L'une des forces aériennes techniques les plus sophistiquées du monde présente quelques inconvénients notables. Mais savoir si cela pose problème à la Chine dépend de la façon dont Pékin répondrait à cette question. À quoi sert réellement la force aérienne chinoise ?
Est-elle faite pour gagner des guerres ou simplement les prévenir? Si la force aérienne chinoise sert à envahir Taïwan, à conquérir l'Indo-Pacifique et à forcer les États-Unis à se soumettre, eh bien, elle a du pain sur la planche, n'est-ce pas? Mais pour que la Chine envahisse réellement Taïwan ou ailleurs, ce serait un changement majeur dans la façon dont l'État chinois moderne agit. Pékin n'a pas mené de guerre depuis la fin des années 70, mais ce n'est pas faute d'opportunités. Si elle l'avait voulu, elle aurait pu envoyer ses forces et camps à l'étranger pour des missions de stabilisation à travers l'Asie et l'Afrique, afin de protéger les intérêts chinois liés à l'initiative La Ceinture et la Route. Elle aurait pu adopter une position plus belliqueuse dans ses différents frontaliers himalayens avec l'Inde. Elle aurait pu déployer des forces de maintien de la paix au Moyen-Orient, envoyer un grand nombre de soldats pour acquérir de l'expérience en Ukraine, ou tenter de prendre un territoire à une nation voisine frontalière de la Chine. Cette année seulement, la Chine a eu 3 occasions distinctes d'intervenir militairement. Inde contre Pakistan, Thaïlande contre Cambodge et guerre civile au Myanmar. Mais à chaque fois, Pékin a décliné l'opportunité. Bien sûr, rien n'est absolu en géopolitique. Mais si la Chine avait vraiment l'intention d'envahir Taïwan, alors pourquoi aurait-elle renoncé à autant d'occasions? Pour que ses forces acquièrent de l'expérience au combat et que son équipement soit testé lors d'affrontements à moindre enjeu. La façon d'expliquer la force aérienne chinoise, non pas comme un idéal platonique, mais telle qu'elle existe réellement aujourd'hui, c'est de la présenter comme un instrument de dissuasion. Aujourd'hui, l'arme principale de la dissuasion mondiale est l'ogive nucléaire. Oui, elle peut détruire une ville si utilisée, mais la menace suffit parfois. Même les adversaires les plus puissants réfléchir à 2 fois et changer leur comportement. Dans un sens défensif, il est facile de voir comment la force aérienne chinoise pourrait servir de moyen de dissuasion. Après tout, si une nation du monde attaquait la Chine, elle se retrouverait alors face à toute la puissance aérienne de la Chine, et cela va évidemment très mal se passer, même si un adversaire parvient à gagner. Mais les armes de dissuasion n'ont pas forcément besoin d'être un outil de défense pour être utilisées avec un effet maximal. Au lieu de comparer la force aérienne chinoise à une arme nucléaire, disons que vous braquez une banque. Vous approchez du guichetier, lui donnez un mot et demandez de remplir le sac d'argent. Et vous faites un geste très évident en mettant la main dans votre sac, tout en les fixant du regard. En fait, vous ne sortez rien du sac, et en réalité, vous n'en avez tout simplement pas besoin. Le guichetier de la banque comprend qu'il est menacé, il obéit, et en quelques minutes à peine, vous et vos complices êtes déjà sortis par la porte. Alors, que contenait votre sac? Une arme chargée, un grand couteau brillant, un poulet en caoutchouc, du vent? Quelle que soit la vérité, personne n'a jamais besoin de le savoir. Parce que vous avez réussi à convaincre le guichetier de la banque que prendre le risque de vérifier ce qu'il y avait réellement dans le sac n'en valait tout simplement pas la peine. La Chine a ainsi transformé son armée de l'air en un puissant outil de dissuasion. Et si la récente présentation par la Chine de nouveaux avions mystérieux, sa focalisation excessive sur les avions de combat furtifs et son insistance sur le combat plutôt que sur la logistique sont des indices, alors construire un outil de dissuasion a été l'objectif de la Chine depuis le début. Comme notre braqueur qui plonge la main dans son sac avec un air menaçant. La Chine utilise sa force aérienne pour demander à ses adversaires, quelle que soit votre motivation à combattre, obtenir, protéger ou négocier, est-ce que cela vaut vraiment le risque de vous frotter à la force aérienne chinoise? L'adversaire de la Chine peut penser qu'il gagnera, mais notre guichetier est presque certain à 90% que le sac à dos du braqueur est vide. Être sûr à 90%, ce n'est pas si certain. Quand le risque de se tromper, c'est le risque de prendre une balle. Considérer la force aérienne chinoise comme un outil d'intervention internationale ne tient pas la route. Elle est léthargique, instable, et son personnel n'a jamais connu le moindre combat. Si l'on considère la force aérienne chinoise comme un outil de dissuasion, alors ses défauts restent sans importance. Menacer d'envoyer 500 J-20 pour défendre la Chine, même si seuls 100 pourraient réellement être déployés. Malgré leur furtivité limitée, leur faible armement et des moteurs peu puissants, une centaine d'appareils quasi furtifs, des avions de chasse avancés peuvent infliger de lourdes pertes ou balayer une force aérienne avancée, comme pour Taïwan, le Vietnam ou les Philippines lors d'un affrontement direct. Si la Chine peut brandir la menace d'avions de chasse de 6e génération ou d'une flotte de bombardiers stratégiques capables, dans certaines conditions, de percer et dévaster une cible ennemie, alors la question pour l'Amérique, le Japon, la Corée du Sud ou un autre des puissants adversaires de la Chine n'est pas de savoir s'ils remporteraient finalement un affrontement brutal. La véritable question est de savoir, quoi qu'ils veuillent obtenir de la Chine,
Est-ce que cela vaut vraiment la peine de subir la douleur d'un affrontement brutal ? Certaines choses vaudront toujours la peine de souffrir. Actuellement, les États-Unis mèneraient probablement une guerre pour défendre Taïwan. Malgré les coups aériens, maritimes et terrestres, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie protégeraient toujours leur souveraineté. Pour la stabilité régionale, il défendra sans doute de petits alliés comme les Philippines ou la Nouvelle-Zélande. Même si ce combat serait très difficile à vivre, certaines choses ne méritent plus d'être défendues. La domination de la Chine sur les mines de terres rares au Myanmar, l'intégration de Hong Kong, son alliance avec le Pakistan contre l'Inde, la construction d'îles et l'intimidation en mer de Chine méridionale, ainsi que ses projets de la ceinture et la route, préoccupent ses adversaires. Mais elles ne sont pas assez importantes pour s'engager militairement contre la Chine. Si ces points stratégiques ne valent pas le risque, que pourrait alors accomplir la Chine avec son armée ? Et surtout la menace de sa force aérienne pour faire reculer ses adversaires. Si la Chine s'emparait unilatéralement de toutes les îles Spratly disputées par les Philippines, ce serait un incident international majeur. Mais cela ne vaudrait probablement pas une guerre. Si la Chine devait annexer d'autres petites îles inhabitées, ou même une île ici et là qui aurait sa propre population, est-ce un problème assez grave pour que les adversaires de la Chine déclenchent une guerre ? Ça pourrait l'être, mais dans l'état actuel des choses, ce n'est tout simplement pas très probable. Alors, en prenant du recul et en jetant un dernier regard sur la force aérienne chinoise, complexe, difforme, cassée et défaillante, il nous reste une dernière question. Que va choisir d'en faire la Chine, la plus grande superpuissance montante du monde ? Si la Chine cherchait à changer de stratégie et à revenir sur le principe de longue date selon lequel elle ne fait pas la guerre pour atteindre ses objectifs, une révision de son armée nécessiterait sans doute d'importantes réformes structurelles. Les responsables du parti seraient écartés de l'appareil de prise de décision. La formation et les exercices des aviateurs militaires chinois deviendraient plus réalistes, et la nation investirait massivement dans les avions de soutien logistique et de renseignement. Elle pourrait s'impliquer dans des interventions limitées au Myanmar ou à la frontière thaïlando-cambodgienne pour offrir à ses pilotes et tacticiens une expérience concrète. Mais si la Chine cherchait à construire une force de dissuasion de classe mondiale, alors elle continuerait à faire les mêmes choses qu'elle fait actuellement. Elle se concentrerait sur la construction d'avions de combat avancés en plus grand nombre, avec une plus grande variété de modèles. Elle dévoilerait et laisserait fuiter régulièrement des prototypes hyper avancés. Elle investirait massivement dans de nouvelles dépenses et la R&D. Car plus elle investit et construit, moins ses adversaires veulent prendre le risque de l'affronter. À quel point l'armée de l'air chinoise doit-elle grandir et progresser pour que l'Occident accepte une annexion de Taïwan sans riposte militaire ? Jusqu'où l'armée de l'air chinoise doit-elle être puissante pour que le Japon, la Corée du Sud ou l'Australie considèrent qu'une perte de souveraineté des Philippines, du Laos ou de la Thaïlande serait acceptable même si la leur reste non négociable ? Si la Chine poursuit sa trajectoire actuelle, Pékin veut le découvrir. Si c'est le cas, alors l'armée de l'air chinoise pourrait rester un atout défaillant pendant des années, voire des décennies. Au final, cette faiblesse pourrait ne pas avoir d'importance du tout. Merci d'avoir regardé.